Bonjour, bonjour à vous, amis de Culture Business, amis de Canal 10. Très heureux de vous retrouver. Patrice Jean, votre serviteur, oui, c'est ça. Serviteur. Oh, on met ça carré là. Votre serviteur. Pour cette émission, une émission économique, même si ça n'a pas l'air. Comment? Pourquoi ça n'a pas l'air? Justement, mais on essaie de faire en sorte que ça n'ait pas l'air d'une émission économique, même si nous avons des conversations très, très, très sérieuses, puisque sérieux il faut, justement, pour construire ce territoire de Guadeloupe, où il y a où ça bouge beaucoup, il y a plein, plein de choses à faire, plein, plein de choses à construire, à bâtir, pour faire en sorte qu'on arrive à trouver une voie qui nous permettrait d'aller vers le développement. Ce beau mot. Joli mot, non? Très beau Le mot. développement. C'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'homme. Mais nous, le développement économique, on avait dit aussi justement, avec la réflexion qu'on avait sur Motunde, qu'on parlait plus de développement, on parlait d'élévation. Élévation. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire un retour sur une manifestation qui a fait beaucoup, beaucoup couler d'encre. Une super manifestation qu'on veut valoriser, qu'on veut pousser, qu'on aimerait voir chaque année, s'y voir plus. Une expérience intéressante, c'est le Bootsup Experience. Entreprise, pardon. Donc, on va avec nos invités et aussi notre émissaire sur place, Brigitte Javois, qui était sur place, que nous avons envoyé délégué pour suivre cet événement. Super événement. Donc, nous allons recevoir Vanessa Roniel, qui était déjà venue nous voir, qui revient. Bonjour à tous. Et qui est chargée de communication de Bootsup Experience. Bonjour, merci d'être là. C'est quoi alors? C'est ça? C'est expérience. Bootsup Experience. Vous avez vu comment je suis perturbé par... Oui, en fait, effectivement, c'était l'événement, ça fait déjà tout juste une semaine. Voilà. Et oui, effectivement, donc, je suis co-organisatrice en charge du volet vraiment communication. Donc, justement, j'aimerais bien avoir le retour de Mme Javois qui était sur place, qui m'a vu, qu'ils a vu, voilà. De toute manière, c'est un événement qui était incontournable et tout le monde de l'économie a eu un regard sur vous et je tiens vraiment à vous saluer, saluer toute l'équipe parce que c'est pas facile à mettre en place et le bilan est positif. Oui, donc, très positif, oui. Et on revient sur tout ça. On va avoir aussi Brother Jimmy qui est du côté du téléphone, malheureusement qui s'excuse de ne pas pouvoir être en plateau, qui a animé une conférence comme beaucoup d'autres, avec une réflexion très importante, on va découvrir ça tout à l'heure, très important, ce sujet de l'économie face à notre identité. C'est vraiment le grand sujet d'importance, puisque très souvent on a tendance à aller prendre ce qui se fait ailleurs, mais en faisant fi de notre identité, qui est une dynamique aussi, la culture et ce qui nous construit conditionne aussi ce que nous développons, conditionne aussi notre manière de consommer. Donc l'ensemble a de la valeur. Ensuite, nous allons recevoir M. Jonathan Mathurin. Salut, ça va? Ça va, très bien. Très bien. Donc tu es là tu es représentant de SumUp Caraïbes. C'est ça. Voilà, donc on va parler justement on a un spectre qui anime tout le monde. On parle de la disparition des espèces, plus de monnaie, plus de distributeurs, comment nous allons vivre, comment nous allons fonctionner, comment ces petits artisans vont faire sur les marchés et tout ça. On va se poser ces questions. Et la solution, SumUp, est une alternative. Vous êtes leader mondial. On va en parler aussi. Il y a des questions qui vont arriver de nos chroniqueurs. C'est pas moi, hein, c'est des questions qui fâchent les gens. Voilà. T'as vu ça? C'est bon. Ensuite, on finira l'émission avec Teddy Belgrain. Merci d'être là. Merci à vous, merci de me recevoir. Donc toi, tu représentes la société Love Coco, voilà. Ouais. Love Coco, ERT, c'est ça? ERTH. ERTH. Voilà, il y a des petits soucis sur le... Love Coco Earth. Love Coco, ok, très bien. Alors, donc, toi, tu viens nous présenter un concept avec des produits qu'on va tester, on va voir où tu veux, comment tu promotionnes, comment tu vis cette expérience et quelles sont les perspectives pour le coco qui, on rappelle, dans la Caraïbe, est une matière qu'on utilise dans toutes les sauces. On verra un peu ce que tu fais et comment te retrouver. Ok. Voilà. Bonjour Francine, ça va? Bonjour Patrice, bonjour à tous les téléspectateurs de ce matin. Je vais très bien. Très original aujourd'hui. Merci. Je ne dirai pas plus. Brigitte, ça va? Merci, sans commentaire. Ça va bien? Très bien.
toujours heureuse de rencontrer nos téléspectateurs. Très bien. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah, tu as vu ça? Bon, on va essayer d'aller vite. 11h06, on va aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Sandrine, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour les téléspectateurs, bonjour messieurs, dames qui nous accompagnent aujourd'hui. Voilà, donc je précise que Sandrine est une nouvelle arrivée dans notre émission qui compose l'équipe, donc et qui avec un tempérament aussi, ça c'est bien, j'aime ça. Et donc nous allons avec elle qui a une longue expérience du monde de l'entreprise, qui est issue d'une famille d'entrepreneurs. Tout ça pour nous aider à mieux interroger nos invités, à mieux apporter les différentes facettes, faire en sorte que notre objectif sur le 50 minutes de Culture Business, c'est de faire en sorte que les problématiques, nous puissions les aborder dans leur ensemble et que vous qui nous regardez, vous ayez l'impression d'avoir bien pesé la problématique et compris tout ce que nos invités viennent nous apporter. Voilà, tout de suite, on va partir du côté du Bootsup Experience avec toi pour nous dire quel est ton bilan de cette première initiative. Alors, la première des choses, c'est que c'était une première édition avec son lot de contraintes et d'imprévus, etc. Mais je tiens à vraiment féliciter toute l'équipe. Tu parles un petit peu plus fort. Ah, il faut que je parte un peu plus fort, excusez-moi. Oui. Donc, je tiens vraiment déjà à féliciter toute l'équipe, à tout cet élan de solidarité, en fait, vraiment pour aider à l'achèvement de ce projet. Donc, je tiens vraiment à les féliciter et féliciter les deux autres co-organisateurs, Kenny Chamongon et Glantine Eliezer Vanero. Le bilan, c'est que on est très content parce que les ateliers ont un succès fou, plus que ce qu'on avait prévu, parce que on voulait faire des petits ateliers de 10-15 personnes et on était plus entre 30 et 40, voire plus selon les ateliers. On a bien sûr eu notre lot d'aléas, etc., mais on a pu gérer et s'assurer que d'avoir un programme et des ateliers qui puissent se faire. Ce dont je suis très contente, c'est le concours de pitch, où on a eu des entreprises qui ont vraiment eu l'opportunité de pitcher devant des fonds d'investissement et des investisseurs d'ici et d'ailleurs. Donc avec une équipe qui s'occupait de faire la partie training pitch et ensuite passer à la phase de pratique. Les conférences, la salle comble le premier jour à 9h30 où la salle n'était pas assez grande. Voilà. Je suis très contente aussi du soutien des partenaires qui nous ont vraiment accompagnés, aidés. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je les ai tous en tête. Donc oui, pour nous, on avait construit un programme, un projet, des ateliers en se disant c'est vers quoi on veut aller. Est-ce que ça va vraiment prendre? Est-ce que les personnes vont vraiment adhérer? On s'est rendu compte qu'il y a eu une vraie adhésion. Que les journées n'ont pas eu le temps de se terminer, qu'on nous a interpellés déjà pour nous dire c'est quand la prochaine et que 2 jours c'est pas suffisant, qu'il faut faire sur une semaine. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a dit mais oui, si on a plus de bénévoles pour nous aider, oui. Donc oui, pour nous c'était vraiment ça et cette possibilité d'avoir eu effectivement des entrepreneurs locaux, des entrepreneurs nationaux, des entrepreneurs internationaux qui ont fait le déplacement, qui ont senti un dynamisme incroyable, qui ont eu une vision de la Guadeloupe différente, d'avoir pu rassembler autant d'acteurs du monde économique. Enfin, tout ça pour moi, sont des victoires en fait. Après, tout n'était pas parfait, tout est perfectible. Hein. Mais comme je dis souvent, rien n'est impossible, tout est perfectible. Déjà donc, pour une première, voilà, on a énormément de retours positifs qu'on essaie de traiter au fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de demandes, beaucoup de mails, donc je tiens quand même déjà à nous excuser par avance parce qu'on essaie de répondre. Et c'est vrai qu'on a senti qu'il y avait un vrai besoin. On savait qu'il y avait un besoin, mais je pense qu'on ne s'est pas rendu compte de l'ampleur de l'événement qu'on faisait. C'est combien de mois de préparation pour le Sincèrement, on en parlait depuis 2022, depuis fin 2022. Et après, on a commencé à travailler dessus, etc., à le présenter, prendre son bâton de pèlerin pour présenter aux partenaires, pour avoir l'adhésion, pour commencer, voilà. Il y a les partenaires, mais il y a aussi les intervenants, en fonction de notre réseau à chacun, de pouvoir les solliciter, de pouvoir les faire venir, de pouvoir les intéresser, de leur montrer une autre vision de la Guadeloupe aussi qui a son développement économique, qui a des acteurs qui font des choses extraordinaires. Donc, Alors, qui est venu au Bootsup? Est-ce qu'on situe à peu près? Vous avez créé des bases de données?
Alors, excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Est venu au bout de ce, parce que ce sont des C'est jeunes... principalement des porteurs de projets, des entrepreneurs. D'accord, ok. En termes d'âge, on n'a pas demandé l'âge parce que c'est vrai qu'on sait que sur les formulaires, etc., les personnes veulent que ça aille vite. Mais du public que j'ai vu, alors on était quand même sur une génération pour moi d'entrepreneurs à minimum 25 jusqu'à pas de limite en fait. Donc nous, c'est surtout ça. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait autant d'hommes que de femmes, qu'il y avait tout type de public, que c'était le plus large possible en fait. Donc voilà, après c'est sûr que nous avons, on est un des départements où l'entrepreneuriat au féminin est très important, donc on ne va pas s'en dire là-dessus qu'il y a beaucoup de femmes, parce qu'on entreprend beaucoup. Oui. Mais c'est vrai que nous, c'est assez représentatif de la Guadeloupe en fait. Après, je pense qu'il y a un vrai défi et qui se situe vraiment dans l'éducation et on parle bien des écoles, à sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. On a eu Fatia qui est restée de Papépi, qui est restée un petit moment. Donc, on a fait justement avec Mathieu Vence, qui est un Guadeloupéen aussi de passage. Et on est allé au lycée de Bainbridge où ils ont pu communiquer justement avec les prépas éco qui ont une option entrepreneuriat et à échanger avec eux, etc. Donc, il faut qu'on puisse pousser la jeunesse à entreprendre, à ne pas être timide et à se dire qu'il n'y a pas comme seul modèle les Kylie Jenner avec du maquillage. On parle souvent de la jeunesse, c'est-à-dire on va voir les universités et tout ça, mais il faut vraiment descendre plus bas. Il faut aller voir les collégiens, parce qu'on a très longtemps mis dans nos têtes des Guadeloupéens qu'il fallait être fonctionnaire, qu'il fallait ça. Donc là, c'est depuis la base qu'il faut faire comprendre que ce territoire-là, il y a énormément de choses à faire et c'est déconstruire un certain nombre de choses, un certain nombre de structures. Brigitte, qui était là-bas, comment ça s'est passé? Quelle est ton expérience? Alors, je prends ma casquette, m'a-t-on dit, d'envoyé spécial. Alors, pour avoir participé donc, à ces 2 jours, je rejoins parfaitement Vanessa Ronel. C'est un véritable succès. Effectivement, il y avait... j'ai participé à des ateliers qui étaient de très bonne facture. Environ une trentaine de personnes par atelier, des ateliers sur l'IA, donc c'est le sujet d'actualité. Hier soir encore, intelligence artificielle. Voilà, intelligence artificielle, merci. Hier soir encore, il y avait un atelier à The Box sur la question. Participer, en fait, moi, ce que je retiens, c'est que nous avons eu l'opportunité, la chance de rencontrer des serial entrepreneurs, des acteurs, des personnes qui ont une expérience au-delà de l'Atlantique, qui nous ressemblent et qui nous disent, voilà, vous avez un projet, vous pouvez le mettre en place, vous pouvez le réussir. Il suffit simplement de s'entourer, comme nous le disons, mais surtout d'avoir des mentors, d'avoir d'avoir toujours un regard critique sur son projet à soi. Et on parlait du pitch tout à l'heure, l'opportunité. Alors, il y avait de ce que m'avait dit Cédric Francietta, il y avait 25 personnes qui s'étaient inscrites au pitch, 12 sont passés, mais l'objectif, alors il y a des prix bien entendu, mais l'objectif... On peut préciser ce que c'est que le pitch? Alors le pitch, c'est la présentation en 3 minutes de son activité. Ouais. C'est donc les personnes qui ont présenté, les porteurs de projets qui ont présenté, devaient convaincre les clubs d'investissement et les investisseurs qui étaient présents à investir. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux d'investissement, mais l'idée était de présenter son activité et de convaincre et de donner le bien fondé de son projet. Et grand nombre de ceux qui étaient présents n'étaient pas forcément venus en chercher un prix. C'est surtout avoir le feedback de ces personnes qui ont une expérience. Avoir le feedback et recevoir des tips, recevoir des conseils, des astuces pour performer le projet. Et ce que j'ai trouvé très, très intéressant aussi, c'est que ces personnes sont accessibles. Elles sont accessibles, donc elles sont sur LinkedIn, elles ont donné les coordonnées. On a pu, durant les 2 jours, les rencontrer en aparté, discuter, bénéficier de conseils, tester à certains moments le produit. Alors, il y avait beaucoup des projets très originaux. Sincèrement, j'ai assisté très, très originaux. Et lorsque l'on dit que... Alors, c'est vrai que depuis quelques années, on voit une proportion croissante des projets en Guadeloupe, de porteurs de projets. Et les organisateurs ont souhaité, en fait, permettre à ces personnes de bénéficier d'un regard de l'extérieur. Alors, contrairement aux autres salons où on a... Alors, qui ont toute leur importance et qui ont intérêt, là, on était vraiment tourné vers l'international, vers des expériences
outre-mer, en fait. Et l'expérience, il y avait 4 investisseurs, je crois, club d'investissement qui venaient d'Afrique, une qui venait des États-Unis et qui est implantée aujourd'hui à Paris. Alors, c'est un business angel, donc c'est Vera Baker, Vera Elizabeth Baker. Alors, elle, son propos était de dire, je suis venue chercher le nouveau Uber. C'est vraiment cela. Et c'était très... comment dirais-je? Il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup l'envie d'apprendre, l'envie de transmettre. C'était surtout ça. Ce que je retiens, c'est l'envie de transmettre, l'envie d'aider et l'envie de vous dire, bon ben, allez-y, quoi. Allez-y, c'est surtout ça. On va aller du côté du téléphone. Bonjour Jimmy, ça va? Oui, allô, bonjour mon frère, ça va? Comment tu vas? Ça va tranquillement, nous sommes en direct là? Oui, on est en direct, oui. Alors, tu es bien remis de cette expérience. Bonjour à tous les invités et à tous les téléspectateurs. Est-ce que tu peux mettre l'image, s'il te plaît, pour illustrer Brother Jimmy qui a eu l'opportunité d'animer une conférence avec le thème suivant, branding et marketing culturel. Comment rayonner avec son identité culturelle? Est-ce que tu peux nous dire justement quelle est la genèse de cette intervention, quel a été le contact avec le Bootshop et quelles étaient tes attentes? Et pour finir, comment tu as senti le public, comment ils ont adhéré sous ce concept? Eh ben, déjà, merci de me faire participer et un grand big up déjà à toute l'organisation de Bootshop Experience, puisque c'est grâce à eux que j'ai eu à intervenir dans cette conférence sur ce thème, le branding culturel. Ben, c'est quelque chose, en fin de compte, qui me parle naturellement, puisque, comme je l'ai expliqué lors de la conférence, c'est un long cheminement. C'est un long cheminement vers la création d'une marque. Et ce cheminement a commencé depuis tout petit avec le questionnement culturel quand je vivais en Guadeloupe, mais aussi surtout quand je vivais en Europe. Et ensuite, lorsque je suis revenu en Guadeloupe quelques années plus tard, j'étais beaucoup plus fort culturellement parce que déjà j'avais fait la connaissance d'autres cultures. Et ensuite, j'ai pu prendre conscience en comment la mienne, notre culture, la nôtre, était aussi puissante, était aussi belle, puisque en faisant connaissance des autres cultures, avec d'autres personnes, d'autres ethnies, automatiquement, ils me demandaient quelle était ma culture et qu'est-ce que je défendais culturellement. Et donc, je le faisais avec le gros cas, avec mes traditions. Et à travers l'étonnement, mais quand je dis l'étonnement dans le sens très positif du retour de mes interlocuteurs qui disaient « Ah ouais, j'aimerais bien connaître la Guadeloupe, j'aimerais bien être entré un peu plus dans ta culture ». Donc ça m'a donné encore plus confiance. Et lors de mon retour en Guadeloupe, j'ai encore vu comment la culture était présente, omniprésente dans notre société et comment elle était aussi vecteur d'économie. Je l'ai tout de suite vu grâce à mon ami Teddy Zimamérin, que je tiens à citer, qui a créé qui a récupération de système avec moi avec Poupana. Mais Teddy Zimamérin, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps à l'Institut franco-caraïbe au Rizé, là. Et donc, il m'a emmené quelquefois en voyage avec lui à la Jamaïque, des voyages, on va dire, économiques et sociaux. Et là, j'ai pris conscience, en dehors de la musique, qu'il y avait des ponts à faire avec la Caraïbe. Donc, et ces ponts-là se faisaient souvent au niveau culturel. Et lui s'est dit transformer ça au niveau économique aussi. Mais le prétexte était culturel, le pont était culturel. Et à partir de là, entre les échanges entre Guadeloupe, Jamaïque, Guadeloupe, Barbade, lorsqu'on a fait le clip d'Admiralty aussi avec Square One à la Barbade, c'était la première fois que il y avait une connexion entre la Barbade et la Guadeloupe au niveau culturel, échange culturel. Et là, ce jour-là, j'ai bien vu comment on avait été reçus. Ils nous avaient mis des hélicoptères, toutes sortes de moyens à disposition, parce que justement, ils tenaient absolument à ce que cette connexion entre Guadeloupe et Barbade, qui n'était qu'un embryon à l'époque, soit une vraie connexion. Donc voilà, au fur et à mesure avec les voyages, j'ai vu aussi comment les Barbadiens, les Jamaïcains se servaient de leurs drapeaux, de leurs couleurs pour faire justement des vêtements, des drapeaux, toutes sortes
toutes sortes de produits pour mettre en avant le pays, mais aussi ça servait pour l'économie et ça servait aussi pour la fierté. C'est très important pour la fierté, pour l'identité. Et donc, à force de voyager, d'être imprégné de tout ça, naturellement, j'ai trouvé que c'était le moment aussi pour nous, Guadeloupéens, Martiniquais, Caribéens francophones, d'afficher aussi nos couleurs. Mais notre fierté. C'est passé. Alors, Jimmy, fierté, mais tout ça, faut bien comprendre que ça ne se fait pas du jour au lendemain, que je suis accompagné, mais mon idée de faire cela est accompagnée aussi par tous les autres acteurs du pays. Attention, les messieurs sadiques, les sportifs du pays, les chanteurs du pays, certains politiques aussi du pays, qui ont décidé que dorénavant, alors, Jimmy, le Guadeloupe, Jimmy, donc voilà. Jimmy, par rapport à cette expérience, est-ce que, justement, tu n'étais pas le seul en tant qu'intervenant, et on va en parler justement avec Vanessa, est-ce que vous avez eu l'impression, en tant qu'intervenant, de faire face à un public qui avait, comme on disait tout à l'heure, cet appétit, cette soif d'apprendre pour de bien profiter de cette expérience que vous, les acteurs, avez eu pendant différentes années pour aller plus loin, eux, dans leurs propres initiatives? Oui, j'en suis persuadé, certains même, parce que les gens qui étaient dans la salle déjà, ils sont venus, rien que leur présence par rapport au thème montre leur intérêt pour ce thème et pour notre culture et pour notre économie. Le branding culturel, ça c'est clair. Mais je pense aussi, en dehors de ça, en dehors de nous écouter, je pense que ça les a boostés. C'est le retour que j'ai eu. J'ai eu beaucoup de retours par rapport aux témoignages, que ce soit les miens ou celui de d'autres personnes qui étaient présentes dans le panel. Et tout le monde, tous les intervenants ont touché les téléspectateurs, l'artiste du métier, ont touché les spectateurs qui étaient là. Et et comme je disais, en retour, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ah oui, maintenant ça m'intéresse. Effectivement, on voit bien comment notre culture peut être vecteur d'activité économique, mais aussi comment, grâce à la culture, même si tu n'es pas dans le branding, même si tu n'es pas dans les vêtements même dans un branding culturel, en tant que Guadeloupéen même, en tant que Guadeloupéen, ne serait-ce que pour ton identité, ta propre force individuelle, ça peut faire énormément. Moi c'est ça que je veux transmettre, surtout, plus que de parler de business. C'est important le business, de bien comprendre comment on le fait et comment on doit réussir aussi. Il faut être rigoureux au travail, il faut travailler 24 sur 24, il faut travailler le dimanche, même pendant la fête des pères. Ça, je tiens à le dire. Ça, il y a ça aussi, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important, c'est que ça nous imprègne nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes habités par notre culture, par notre pays, par notre choix. Entre guillemets, c'est notre force. Reste là, Jimmy. Vanessa, justement, sur le choix de ces conférenciers, est-ce que vous aviez une idée en tête? Oui, il n'y a eu aucun choix qui a été fait au hasard. Je pense que tout le monde l'a un peu vu aussi. Et l'objectif, c'était de trouver un équilibre entre ici et ailleurs. Et de voir en fait les synergies, les points d'accroche, les similarités qu'on pouvait mettre en exergue en fait. Donc c'est pour ça que effectivement sur le branding culturel, vous aviez des acteurs comme Paola Audrey Endeng, qui est une spécialiste en branding, qui a eu une carrière entre Paris et l'Afrique. C'est pour ça que vous aviez Emmanuel Foucan Shorty qui était présent, ou Brother Jimmy, ou sur d'autres conférences où il y avait aussi le format Business Story dont on n'a pas beaucoup parlé, où c'était justement ces invités qui prenaient le temps de raconter leur histoire. Et quand vous entendez Moulay Tabouré de la plateforme Africrea, qui vend justement dans le monde entier des créations africaines, et qu'il vous dit que ces deux marchés principaux, c'est les États-Unis et les Antilles, qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an, qu'il a réussi à lever 8 millions d'euros pour son entreprise en étant basé en Afrique auprès d'investisseurs internationaux. C'est aussi pour nous dire qu'on doit et on peut rêver grand, et que c'est un retour qu'on a eu globalement de tous les intervenants, c'est qu'ils nous disent mais vous avez des personnes qui font des choses extraordinaires et qui
sous-estiment énormément ce qu'ils font et qu'il faut vraiment arrêter de se voir petit, de dire j'ai un petit business, un petit truc. Non. Voilà. Donc, il faut qu'on se repense. Il faut qu'on se repense et c'est pas parce que ici vous avez présenté votre projet et que vous allez avoir 2-3 portes qui se ferment parce qu'on pense que vous êtes pas, que c'est pas intéressant, que ça veut dire que ça l'est. Au contraire, si, comme on dit souvent, vous pouvez pas passer par la porte, passez par la fenêtre. Mais, Alors, avec toutes ces remarques, ces intervenants, aujourd'hui, en Guadeloupe, le tissu économique est chargé, on a beaucoup d'entreprises, on le sait, elles ouvrent, mais aussi elles ferment. Alors, qu'est-ce qu'on a amélioré en priorité à la suite de toutes ces interventions? Qu'est-ce qui nous manque, en fait? En fait, pour moi, il y a 2 ingrédients qui sont incontournables pour réussir. C'est l'accompagnement, et c'est souvent là où ça pêche, parce que quand vous êtes entrepreneur, vous ne pouvez pas tout savoir, encore moins quand c'est votre première boîte. Et la deuxième chose, c'est le réseau. Si vous avez du réseau, surtout sur nos territoires, vous pouvez avancer. On parle souvent du financement, mais des fois, la question du financement, oui, c'est une question, mais si vous avez le réseau, si vous avez un peu la solidarité aussi, entre parenthèses, vous allez déjà avancer. Mais c'est vrai que je pense que la priorité, c'est l'accompagnement. Parce que quand vous avez une structure qui vous accompagne, vous avez un bon expert comptable, vous avez un juriste avec vous, vous êtes incubé, vous bénéficiez effectivement de beaucoup d'atouts, d'un environnement aussi, parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer un apport qui est important, c'est les échanges entre entrepreneurs, les échanges d'expérience, ça vous apporte beaucoup, ça vous nourrit, ça vous permet de vous remettre en question, ça permet d'améliorer votre état d'esprit, le mindset qu'on dit souvent en anglais entrepreneurial. Donc tout ça sont des ingrédients qui sont importants, prioritaires, incontournables et sans lesquels, souvent des entreprises qui ferment, c'est qu'à un moment donné, l'entrepreneur s'est retrouvé seul, il a dû prendre des décisions, il a fait ce qui lui semblait être juste, mais il y a aussi des imprévus, il y a énormément de contrariétés quand on entreprend. Entreprendre tous les jours, c'est gérer des problèmes tous les jours. Jimmy, du côté de toi, l'entrepreneur, cette expérience Bootsup, c'est comment tu l'as vécu? Et juste pour conclure, comment par rapport à cette organisation qui est jeune aussi, qu'est-ce que tu peux leur dire? Quel conseil, quelle orientation, quelle direction cette structure, ce concept doit prendre? Moi, je pense que, honnêtement, ce serait prétentieux de ma part de vouloir donner des conseils, d'autant plus que, comme je l'ai dit, j'ai trouvé la machine bien huilée pour une première. Bien sûr, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils doivent faire pour améliorer les choses. Et je pense que ce sont eux, lorsqu'ils vont faire leur bilan, leur débriefing, qui vont améliorer, qui vont choisir les points améliorés. Moi, je veux juste apporter ma pierre à l'édifice. S'ils ont besoin de moi pour ceci ou cela, je suis disponible. Et au contraire, moi, je suis là pour encourager à ce que Bootsup Experience soit encore plus populaire dans notre population. C'est-à-dire que eux, ils font le travail, l'organisation fait le travail. Il y a des acteurs qui font le travail. Et maintenant, c'est à la population, c'est aux politiques, c'est aux associations, aux parents, à nous, à tout le monde, à tous les acteurs dans la société de prendre conscience que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement, on ne dit pas ça pour dire ouais, c'est le nouvel Eldorado, c'est le nouveau chemin à prendre, mais peut-être que trop longtemps, l'entrepreneuriat a été mal vu, on n'a pas eu une éducation entrepreneuriale. Et ça a pénalisé le pays, la population, les populations, à travers différentes générations. Et que là, maintenant, justement, il y a un nouveau paradigme. Il y a un nouveau paradigme grâce justement aux acteurs actuels. Et c'est ça qu'il faut pousser. Et automatiquement, les choses vont s'améliorer, les choses vont se faire. Mais il faut vraiment diriger notre population. Les médias doivent absolument communiquer vers ce nouvel ère, vers ce nouveau paradigme, parce qu'il est temps, on va mettre les pieds dans le plat pour conclure, il est temps de tuer l'idéologie comme quoi la fonctionnariat en Guadeloupe,
c'était, comment dire, la rue vers l'or, quoi. C'est-à-dire que quand on était fonctionnaire, c'était tout de suite, eh bien, nous n'y on travaille à vie, nous n'y on travaille tranquille. Et ça nous a beaucoup pénalisé au niveau de la société. Et donc, ce n'est pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, ce n'est pas tirer sur les fonctionnaires pour dire big up les entrepreneurs, mais qu'il faut retrouver un équilibre. Et quand on voit comment le monde évolue et la société évolue, il faut laisser une grande place à l'entrepreneuriat. Si on veut sauver notre jeunesse et si on ne veut pas que notre jeunesse passe son temps à partir en France, passer des concours et ne pas revenir au pays, quoi. Très bien. Jimmy, big up, merci. Mais big up à vous, big up à Boost Up Experience, big up à Vanessa, big up à toute l'organisation, Kenny, Exantine, tout le monde. Ok. Allez, salut, merci. Alors Vanessa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que ça perdure le plus longtemps possible. Brigitte, ça te laisse. Voilà, et comme a dit Brother Jimmy, oui, plus on sera nombreux, plus ça prendra de l'ampleur et plus on touchera le maximum de personnes de 7 à 77 ans. Donc, Très bien. Brigitte, pour conclure. Alors en fait, moi je finirai sur la même touche, c'est une organisation, donc 3 personnes, 3 co-organisateurs qui ont bénéficié de soutien d'amis, de collaborateurs, de partenaires. Monter une telle opération, ce n'est pas de tout repos. C'est une organisation 1 an, 6 mois minimum et voire 1 an à l'avance. Donc, pour pouvoir enrichir le territoire, pour pouvoir aider les organisateurs, donc un appel, si je peux me permettre, je pense, de personnes qui connaissent l'entreprise, qui veulent aider et qui veulent faire en sorte que cette opération, comme les autres, mais cette opération perdure et que les entrepreneurs de Guadeloupe aient l'opportunité de rencontrer davantage de personnes en qualité. Voilà. On aura parlé des collectivités, des institutions en Guadeloupe. On vous en fait un petit coucou pour la prochaine. moi, je voudrais juste terminer sur le magazine, parce que je vois que justement, il est sur le plateau. Voilà. Ah, si on très peut bien. le montrer. De très bonnes factures, je pense, avec des portraits d'entrepreneurs. Donc c'est le magazine Bilan, c'est ça? Oui, exactement. C'est le magazine c'est très bien, de ça. l'événement. C'est de très beaux récits. Je tiens à féliciter Barbara Olivier Zandronis pour la rédactrice en chef du magazine. Il est disponible, vous pouvez le trouver partout en Guadeloupe, dans les différents kiosques, etc. Donc n'hésitez pas à le lire, à le prendre, à le chérir, voilà. Très bien. Allez, bon vent à cette belle initiative. Tout de suite, on va donner la parole à M. Mathurin. Comment fait Jonathan? Ça va. Merci de l'invitation. Oui, alors, donc tu es représentant de SumUp Caraïbes. Les autres, vous pouvez intervenir, hein, d'accord? C'est un forum, hein, on est chez nous. Donc alors, avec toi, justement, la question, je vais laisser la parole à mes chroniqueurs pour planter le décor par rapport à cette question de la disparition annoncée des espèces. Qui prend la parole? Moi, je veux dire que c'est beaucoup de mousse, pas de chocolat. Ce sont des rumeurs, en fait, qui sont parties d'une intervention. En fait, ça dure depuis 2022, quand la présidente de la Banque européenne a dit qu'elle va défendre. Elle défendait, en fait, l'euro numérique. Mais l'euro numérique ne va pas provoquer la disparition de l'espèce. Pas du tout. Et c'est parti comme ça. Une vidéo sur TikTok, 12 000 partages, et sur Facebook, sur tous les réseaux, et tout le monde pense que l'espèce va disparaître. Alors qu'en fait, non. Elle expliquait très clairement qu'en fait, l'euro numérique va compléter l'espèce, mais pas faire disparaître l'espèce. C'est ce qui est dit. Mais tout le monde sous-entend que c'est le début d'un changement du paradigme. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Je ne pense pas. Et puis, dans le business, on est très attaché à l'espèce, en fait. Ils ont, au fur et à mesure, diminué le montant pour les transactions entre professionnels. Avant, on n'avait pas de limite. Maintenant, c'est 1 000 €. Si on refait une transaction professionnelle, 1 000 € en espèces, pas plus. Le reste, virement, autre chose, chèque, carte, pas plus de 1 000 €. Donc, forcément, il y aura des changements. Ça annonce. C'est annonciateur de changement. Donc, nos entrepreneurs, il y a une réflexion à mener. Ça, c'est clair. Comment je vais m'organiser? Et ça m'interpelle d'autant plus que je parle de la Guadeloupe parce qu'on y est. Il y a pas mal d'artisans, de professionnels qui n'ont pas encore de TPE. Moi, je le rencontre souvent. Et quand je leur dis ça, ils me disent, ah ouais, mais il y a qu'à suivre vous. Il y a qu'à suivre tout ça qu'on va faire. Toute transaction, il faut connaître toute bêtise. Alors.
Alors, ça pose un problème, c'est la sécurité de nos données. On est bien clair là-dessus. Alors, est-ce qu'un paiement par carte est aussi sécurisé qu'un paiement en espèces? C'est la question sur laquelle je vais m'arrêter. Mais c'est une vraie problématique et il faut se préparer. Bon, elle a tué l'émission. Non, j'ai pas tué l'émission. J'ai pas tué l'émission. J'ai lancé la problématique parce qu'en fait, c'est parti juste d'une rumeur et ça effrayait tout le monde, en fait. Alors, chers téléspectateurs, il n'y a plus de raison de s'inquiéter. L'espèce ne disparaîtra plus. Bon, l'espèce existera bien loin de... Franchement. Je vais renchérir sur ce que disait Voilà. France Aimée, et elle a tout à fait raison. Les espèces ne sont pas, pour l'heure en tout cas, pas prêts à disparaître. Déjà, culturellement, chez nous, aller au marché, bon, de plus en plus, on va trouver 1 ou 2 marchands qui seront équipés, mais il faut savoir que culturellement, nous gardons encore beaucoup l'usage des espèces. Qui plus est, pour une certaine génération comme les soixantenaires, on le connaît avec nos pères, fallait pour ton nom faut tenir l'argent pochard. Donc c'est pas prêt à disparaître. Alors c'est de moins en moins avec les nouvelles générations, mais quand on regarde bien, c'est le sans contact ayant apparu, les nouvelles générations sont plus enclines et nous parents pour sécuriser, on dit aux enfants ne marchez pas avec des espèces. On leur dit, on leur donne très tôt, dès 12 ans, on leur donne une carte pour qu'ils aient cette possibilité. Il y a aussi le sentiment d'insécurité. Et c'est ce sentiment de sécurité. Aller dans le distributeur tard, pour madame, des fois ça pose problème. Oui. Mais il faut savoir que 50% en nombre, 50% des transactions se font en espèces. D'accord. Aujourd'hui, et singulièrement en France, en Espagne, en Allemagne, le moyen de paiement préféré reste l'espèce. Donc, la mort de l'espèce, annoncée, entre guillemets, comme le dit France Aimée si bien, par la rumeur, elle est pas forcément fondée. Elle a été amplifiée en plus par le mouvement des Gilets jaunes qui avait lancé une pétition les espèces vont mourir, donc il faut que nous soyons contre parce que justement le côté où on va nous pister, où on va connaître nos transactions, où c'est fait pour nous... alors, il y a quand même un volet réglementaire, c'est vraiment pour anticiper la fraude fiscale. Beaucoup. Et le blanchiment d'argent, ne soyons pas... crédules. Les économies souterraines aussi. Les économies souterraines. Le travail au noir, il y a tout ça aussi. Le travail au noir. Voilà, donc alors, il faut savoir... Il faut savoir qu'on a quand même le droit de payer un salarié en espèces à hauteur de 1 500 euros. Voilà, tout à fait. Oui, mais c'est légal. Maintenant, déjà, en termes de traçabilité, de responsabilité, de sécurité, si on peut éviter de le faire, pourquoi pas, mais si le besoin se fait ressentir, rien légalement n'empêche de payer à hauteur de 1 500 euros. Moi, je pense qu'il faut laisser le choix. Alors, la liberté, c'est important quand même de choisir comment on veut payer. On ne veut pas contraindre un client à payer en carte. Bon, alors, oui, juste rapidement. sur ça, Carrefour, il y a quelque temps, a été sommé justement d'enlever. Pourquoi? Parce que le dimanche, il spécifiait aucun paiement en espèces. Alors, certains restaurants ici ont fait le coup le dimanche, pas de paiement en espèces. Alors, pour Carrefour, c'était surtout parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de personnel et quelque part, c'était pour faire une sorte de plus-value sur la main-d'œuvre plutôt que d'embaucher. Parce qu'il faut savoir que le traitement des espèces, aussi bien pour les commerçants que pour les organismes bancaires, par exemple, c'est un traitement et donc c'est un coût sur le traitement des espèces. Et puis en termes d'organisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déposer les fonds avant lundi, c'est-à-dire que tous les dimanches soirs, il y a de l'argent qui dort dans les caisses. C'est pas... une question de sécurité aussi. Question de sécurité. Il n'empêche. Oubliez ça, cette partie-là. On va les couper, hein. Bon, il faut laisser à Jonathan parler de son... Tu nous as invité à partager, on partage. Non, mais Jonathan, rigole. tu n'es pas gêné que nous puissions partager. Je rigole. Bon, non, il n'empêche. Oui, il n'empêche. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des gens comme moi qui n'utilisent pratiquement plus les espèces. Je vais très, très rarement à la banque. Il y a des gens qui utilisent la carte pour pratiquement pour tout. Et quand on arrive dans un restaurant, qu'on arrive au marché ou je ne sais où, ça gêne. Parce qu'on a cette habitude d'aller plus rapidement et d'avoir ses cartes et de faire son... Alors, la société évolue aussi sur ces questions-là. Et de plus en plus, je suppose que, Jonathan, tu as toutes ces petites organisations qui viennent te voir
parce qu'il y a les grosses structures, mais il y a aussi tout un ensemble d'organisations, notamment le business de notre ami là, qui maintenant sont équipés avec la possibilité d'utiliser des solutions comme les tiennes. Est-ce qu'on peut faire un tour de tout ce que vous proposez comme solution de paiement? Oui, donc déjà avant d'être distributeur SumUp, je suis coach business et leadership. On l'aurait invité dans d'autres... Donc j'accompagne les petites structures à développer leur business et dans cet élan, en fait, je propose effectivement aux petites entreprises un moyen de paiement accessible et peu onéreux, en fait, qui leur permettra effectivement de pouvoir accepter les paiements par carte parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus demandé, en fait, les paiements par carte. Et le sujet était très intéressant justement par rapport à la disparition de l'espèce qui est prévue dans les années à venir par le numérique. Il faut savoir qu'il est important aujourd'hui de changer de paradigme parce que depuis 1971, l'argent n'est plus une monnaie, c'est devenu une devise. Et donc, du coup, la planche à billets fait que ça pose un véritable problème économique d'inflation. Donc, aujourd'hui, il faut changer absolument de paradigme parce que l'argent, aujourd'hui, ne repose que sur la confiance des gens et n'est plus reposé sur l'or comme ça l'était avant les accords de Bretton Woods. Donc, du coup, aujourd'hui, on propose aux petites entreprises cette solution de paiement qui s'appelle le SumUp et qui permet justement aux petites structures d'accéder à la digitalisation de leurs paiements à moindre coût. Alors, qu'est-ce que le SumUp finalement? En fait, le SumUp, c'est par rapport à un appareil de banque classique, parce que souvent, c'est la grande question, hein, qu'est-ce que le SumUp par rapport à un appareil de banque classique? Les grands avantages du SumUp, c'est que c'est un achat unique. C'est un peu comme si vous achetez... C'est comme si vous achetez une robe, un vêtement, un pantalon, après vous n'avez pas de frais par la suite. C'est exactement pareil pour le SumUp, c'est-à-dire que c'est un achat unique. Donc le plus petit, par exemple, celui-là, il coûte 59 €. Et ensuite, vous n'avez pas d'abonnement, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de frais. Vous n'êtes lié à personne, en fait. Donc vous achetez votre appareil, vous l'utilisez ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas de frais récurrents. Donc les seuls frais qu'il y a, ce sont des frais sur les transactions. Donc sur chaque transaction, il y a des frais. Et comme tous les appareils carte bleue, il faut bien qu'ils se développent, il faut bien qu'il y ait des frais quelque part. Donc les seuls frais sont sur les transactions. Et contrairement à un appareil de banque où effectivement il y a un abonnement tous les mois, il y a un abonnement mensuel, il y a également des frais de télécollecte, il y a également des frais sur les transactions, il y a des frais aussi pour la maintenance. Donc il y a tout un tas de frais que beaucoup de petits entrepreneurs ne peuvent pas supporter parce que leur activité finalement, c'est pas l'activité d'un grand carrefour. Il n'y a pas beaucoup de volume, donc il y en a qui utilisent la carte que très ponctuellement, donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un abonnement de 50, 60 ou 70 € par mois. Et dans quel cas, en fait, le SumUp sera la solution idéale pour ces personnes-là. Et d'autant plus, depuis 2020, on a de plus en plus l'habitude de payer à distance. Et donc, le paiement à distance est également intégré dans la solution SumUp, c'est-à-dire que même si la personne n'est pas là physiquement, on peut lui envoyer un lien de paiement et elle peut payer à distance. Donc ça, c'est super intéressant pour les petits business comme les pizzerias, parce que souvent, peut-être, les gens commandent une pizza, ils ne viennent pas la chercher. Et donc, du coup, ça reste sur le compte. C'est comme si on réservait le produit. C'est comme si on réservait le produit. Donc, on envoie le produit, on paye, au moins le produit est déjà réglé. Pour la vente en ligne aussi, vous fonctionnez... SumUp s'intègre aussi dans la vente en ligne, c'est-à-dire que la solution de paiement SumUp s'intègre aussi à un site internet. On peut aussi l'intégrer à un site internet. Donc ça, c'est intéressant. Alors aujourd'hui, au regard de la structure de notre tissu économique, quel est le profil le plus important, en fait, quelle est la catégorie d'entrepreneurs qui s'adresse à vous? Alors aujourd'hui, ça s'élargit de plus en plus, parce que, et ça part effectivement des plombiers, des artisans en fait, les artisans, les plombiers, les vendeurs d'eau de coco, les vendeurs de bokit, tous ceux qui ont des... les nomades en fait les nomades ou les personnes qui vendent des bijoux sur la plage. Donc ça, c'est super pratique d'avoir un petit SumUp sur soi. Mais aujourd'hui, ça se démocratise parce qu'on a de plus en plus d'avocats, des juristes, des médecins. L'autre fois, j'étais chez le médecin, il avait un SumUp. J'étais quand même étonné. Et ça se démocratise en fait de plus en plus. Donc effectivement, ça part des artisans, mais aujourd'hui, c'est vraiment accepté par une grande majorité des indépendants qui ne sont plus forcément des artisans. Ok, alors si aujourd'hui les entrepreneurs viennent de plus en plus vers votre proposition, cette alternative au paiement, par rapport au TPE qui est plus ancien, TPE que proposé par les banques,
quel est l'intérêt pour eux, en fait? Pourquoi ils abondent beaucoup plus vers vous? Alors, déjà, un appareil de banque n'est pas profitable à tous par rapport au coût, et aussi n'est pas accessible à tous. C'est-à-dire que la banque ne va pas octroyer un moyen de paiement à un artisan qui ne va faire que 2 transactions par mois. C'est pas intéressant pour eux. Donc cet artisan n'aura même pas le droit d'avoir un TPE. Tandis qu'avec ce meuble, tout le monde peut en avoir. On ne vous demande pas si vous allez faire 1 transaction ou 1000 transactions par mois. C'est accessible à tous. Donc il n'y a pas de discrimination en fait dans la distribution en fait de ce moyen de paiement. Donc du coup, ça peut convenir à tout le monde. Quel est le cadre réglementaire? Parce que utiliser un SMUP, on comprend bien qu'il y a le système bancaire qui met en place un système de monétique et le SMUP. Donc est-ce que c'est le même cadre réglementaire? Pour un commerçant comme Love Coco, est-ce que c'est... Moi, j'utilise le SumUp, ça fonctionne vraiment très bien. Et en termes de frais, parce que, d'accord, c'est moindre qu'un système monétaire classique, mais est-ce que le petit commerçant, ou en tout cas, est-ce qu'il y a un volume d'affaires intéressant qui permet d'avoir des frais diminués pour le commerçant? Oui, effectivement, avec ce meuble, donc il y a des frais de base de 1,75%. Donc ça, c'est les frais de base, mais en fonction de votre volume de chiffre d'affaires, vous pouvez descendre à 50, à 20 ou à 1%. Donc ça se négocie, ce taux-là, ou pas? Oui, ça se négocie. En fait, ça ne se négocie pas. En fait, il y a une grille. Donc, au-delà de 10 000 euros par mois, il y a 10% en moins. Au-delà de 50 000, etc. Et donc, c'est dégressif, en fait, en fonction du volume d'affaires. Il y a un montant maximum de transactions à opérer ou un nombre de transactions? Non, il n'y a pas de nombre limite de transactions. Et qu'est-ce que vous répondez à un entrepreneur qui vous dit « Oui, mais et la sécurité de mes données ?» Est-ce que tout est transparent? Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que c'est une société européenne, puisque c'est une société anglaise, et donc qui répond à toutes les normes européennes de sécurité, puisque c'est Visa qui sécurise en fait les paiements. Donc c'est aussi sécurisé qu'un appareil de banque classique. D'accord. Donc voilà, ils sont aussi en partenariat avec Mastercard, donc les 2 grands mastodontes en fait des cartes de paiement. Donc le paiement est ultra sécurisé, ni plus ni moins qu'un appareil de banque classique. Est-ce que vous avez une réponse pour que ceux qui vous disent et le paiement en plusieurs fois? Alors effectivement, SumUp ne propose pas le paiement en plusieurs fois, contrairement à un appareil de banque qui va proposer effectivement le paiement en plusieurs fois. Et c'est pour ça que le SumUp n'est pas forcément adapté à tout le monde. Ça correspond à une cible. D'accord, mais si une personne, si une personne fait 1000 transactions par mois, peut-être que ça sera plus avantageux pour elle d'aller vers un appareil de banque parce qu'elle pourra négocier peut-être un taux à 0,5% que ce meuble ne pourra pas proposer. Donc ce meuble, ce n'est pas la solution miracle pour tout le monde. Ça ne va pas remplacer, en tout cas pour le moment, les appareils de banque, mais ça répond à un certain nombre de demandes et de besoins. Pour rester sur sa question de la récurrence, donc, ça sera une projection, c'est un chantier que vous voulez travailler sur la question de paiement plusieurs fois. Et mon autre question, c'est sur les abonnements. Est-ce que vous faites aussi des abonnements? Possibilité, par exemple, pour une association, concernant les membres, de prendre un abonnement sur 12 mois et le prélèvement se fait. Est-ce que c'est possible? Ponctuellement, on peut avoir besoin pour un événement ou pour... Oui, c'est très, très, très bonne question. Donc, du coup, par rapport aux plusieurs fois sans frais, c'est pas un projet de ce meuble de faire plusieurs fois sans frais, puisqu'en fait, lorsque vous faites un plusieurs fois sans frais, il faut être en partenariat avec une société de recouvrement. Donc, en fin de compte, la banque, elle, a des partenariats avec des sociétés de recouvrement, et ce qui lui permet de proposer ce service-là. Mais ce meuble, pour le moment, en tout cas, n'a pas ce genre de partenariat. Techniquement, on peut le faire, on pourrait le faire avec un ce meuble, mais si le client ne paye pas à la fin, il n'y a pas de recours pour le commerçant. Et c'est pour ça que voilà, c'est un paiement en une seule fois. Et sur les abonnements, c'est-à-dire les abonnements la question de la récurrence. Par exemple, une association, je disais, veut que toutes les licences soient payées, au lieu de payer 100 € en début d'année, on puisse faire un système de 10 € par mois. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas ce système de récurrence. Après, il y a d'autres moyens, il y a d'autres logiciels gratuits, enfin gratuits en tout cas à faible coût, qui permettent la récurrence en fait. Mais ce meuble ne propose pas ce service-là. Vous avez mis en place aussi un système pour permettre à des artisans d'avoir une page de promotion, un catalogue. Est-ce qu'on peut en parler?
une page de... Il y avait un système de catalogue où ils avaient la possibilité de référencer leurs produits. Ah oui, c'est-à-dire que dans le SumUp, il y a comme une caisse enregistreuse où les produits peuvent être préenregistrés. C'est ça. Donc une personne qui vend du jus, jus de banane ou jus d'orange, etc., au lieu de taper à chaque fois le prix, peut effectivement directement taper l'article et avoir le prix qui s'affiche et justement faire payer. Donc il y a une mini caisse enregistreuse incorporée dans le SumUp. Est-ce qu'il faut avoir un smartphone à côté à chaque fois ou... Pas forcément. En fait, D'accord. vous avez différents types de SumUp. Donc, vous avez celui-ci, donc le SumUp Air, qui nécessite effectivement un mobile, soit un téléphone portable, soit une tablette. Donc, il est connecté avec en Bluetooth. Donc, effectivement, c'est le téléphone qui permet de gérer toute la transaction. Donc, je pense que c'est ça que tu as. C'est ça. Enfin, ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a le Solo et le Solo Printer qui sont autonomes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de mobile. Ils ont une puce à l'intérieur, une puce GPRS, et là, effectivement, c'est autonome. La personne peut l'utiliser sans avoir utilisé son téléphone portable ou sa Et tablette. voilà, je voulais dire par rapport à ça, moi j'utilise le SumUp quasiment tous les jours, ça fonctionne très bien pour le début d'une entreprise, c'est vraiment bien fonctionnel, mais par rapport aux bugs, comment on peut améliorer le système? Alors, effectivement, il peut y avoir des bugs sur certains appareils, enfin les anciens. Qu'est-ce que tu appelles les bugs? Quel type de problème? En fait, par exemple, quand il y a plusieurs clients, il ne fonctionne plus. Et il faut le redémarrer, ça prend du temps et on perd des ventes par rapport à ça. C'est le seul petit inconvénient que je peux citer. Est-ce que c'est pas par rapport au au réseau en fonction Mais de c'est là où vraiment tu es souvent, passé Souvent, même que ce soit dehors, à l'intérieur de centres commerciaux, c'est vraiment récurrent. J'ai jamais eu ce Donc problème. après, en fait, c'est comme un téléphone. Ouais. Lorsque vous le mettez pas à jour, il peut bugger, l'application peut bugger ou la batterie peut descendre assez vite. Donc c'est un appareil électronique, donc il nécessite aussi une mise à jour. Parce qu'il y a une option pour mettre la mise à jour automatique, Oui. mais beaucoup de personnes ne savent pas forcément toutes les options. Mais il nécessite une mise à jour assez régulière. Tous les combien de temps? Il n'y a pas forcément de timing, mais bon, il faut le faire au moins. Autant cliquer automatiquement. Au moins le faire une fois par semaine en fait. Donc c'est comme le téléphone. Vous avez des mises à jour qui sont automatiques, mais si vous n'avez pas activé la mise à jour automatique, bah, votre téléphone à un moment il va Parce que bugger. c'est vrai, quand tu es dans le feu de l'action, tu ne penses pas forcément au début de ta journée de faire une mise à jour sur le SumUp. Après, tu te retrouves en galère, mais après, ça revient. Si Quoi. tu l'as là, je pense que Jonathan pourra te mettre. Je l'ai pas ramené. Il pourra le paramétrer. C'est ça. Oui. Qu'est-ce que tu disais? Non, je disais que le Coco peut présenter ses produits qu'il justement. vend par rapport avec le SumUp, justement. Moi, j'ai une dernière question avant de passer Oui. à Love Coco, à Jonathan. Quelles sont les conditions qu'on demande? Tu disais que c'était simple au départ. Est-ce qu'il faut un porteur de projet qui n'est pas encore immatriculé peut bénéficier du SumUp en cours? Ah oui, c'est une très bonne question, puisque beaucoup de personnes l'achètent, parce qu'aujourd'hui on distribue d'autres magasins qui le vendent qui le vendent directement et qui ne prennent pas le temps justement d'expliquer aux clients comment ça fonctionne. Nous, on prend le temps, mais lorsque vous l'achetez à PC Leader, par exemple, vous achetez votre SumUp et vous ne savez pas s'il est bon pour vous ou pas. Donc, du coup, beaucoup de particuliers l'achètent en pensant pouvoir régler les loyers de leur gîte. Mais il faut savoir que le SumUp est réservé aux entrepreneurs exclusivement. Il faut avoir une entreprise, il faut avoir un cabis, il faut avoir une activité professionnelle. Donc ça, c'est important. Il faut envoyer les pièces justificatives de son activité pour que le compte reste actif. Donc ça ne correspond pas effectivement aux particuliers. Tout le monde ne peut pas avoir un SumUp et commencer à encaisser. Donc c'est réglementé. Un numéro d'immatriculation assurée. Voilà, avoir une association, être auto-entrepreneur ou autre, mais c'est vraiment pour les professionnels exclusivement. Et ça, c'est une très bonne remarque, effectivement. J'aimerais revenir sur la dimension des liens de paiement. Je pense que c'est vraiment une révolution, surtout avec WhatsApp, de permettre à quelqu'un de commander un livre ou si vous voulez offrir quelque chose à une tierce personne. Demain, c'est la fête des pères, donc je trouve que c'est une belle solution de pouvoir permettre, par exemple, à une base de données, d'envoyer des liens de paiement. Ça vous permet de... Alors, ça me permet d'introduire la question suivante sur la base de données, parce que je vois que des fois, avec le SumUp, vous pouvez envoyer un lien ou une facture par SMS. Est-ce que celui qui souscrit un appareil chez vous
a un usage de cette base de données? Est-ce qu'il peut récupérer les éléments qu'il a entrés? La base de données, je parle. Est-ce qu'il a accès à sa base de données? C'est-à-dire que vous faites les Oui, éléments. alors il faut savoir que dans le SumUp, il y a la protection des données aujourd'hui. Donc, les données qu'on nous donne ne sont pas stockées dans le SumUp. Donc, on ne peut pas récupérer des données. Par contre, si on envoie une facture, il y a un facturier à l'intérieur. Et donc, dans la facture, on peut avoir le répertoire de toutes les personnes qui ont désiré avoir une facture. Donc oui, on peut récupérer les données que la personne nous a transmises. Mais dans le cadre de la facture. Mais si j'envoie juste un reçu à la personne, rien n'est stocké dans le SumUp. Donc ni SumUp, ni le propriétaire du SumUp n'utilise non plus. Non. D'accord. C'est quand même dommage. Attention. Il y a les RGPD. Voilà, c'est ça. Il y a les RGPD. En fait, La RGPD, c'est par rapport à eux. Oui. Mais celui qui, lui, crée la base de données est propriétaire de fait. Dans la RGPD, il n'a pas demandé l'autorisation au client d'utiliser ces données. Voilà. Donc, il ne peut utiliser les données. Non, c'est pas ce que je dis. Je me suis mal fait comprendre. Je dis que sur la question de la RGPD, met une régulation sur lui, sur SumUp, pour l'utilisation des données qu'ils entrent. Oui. Je parlais de celui qui a acheté le SumUp. Ça veut dire que je suis sur un marché, j'ai reçu 50 personnes, 70 personnes, j'ai fait un certain nombre d'entrepreneurs. Est-ce que je peux récupérer cette base de données que je vais après traiter et savoir combien de personnes, faire des... Tu comprends? C'est ça. Ça, c'est un outil commercial aussi. Est-ce que cette solution-là existe? Est-ce que c'est possible? D'accord. Non, ça va être commerçant à ce moment-là. Voilà. Mais ça serait un outil très utile parce que très souvent, c'est comme on avait une conversation. Oui. On avait une conversation au sujet de la question des marchés. Est-ce que quand on va sur un marché, on vient là pour vendre son stock ou pour faire de la prospection? Très souvent, les commerçants, ils sont fâchés, j'ai pas vendu, mais un marché, avant tout, c'est faire face à une clientèle, c'est de pouvoir qualifier cette clientèle, savoir qui vient, et de nourrir des statistiques aussi, de savoir mieux positionner son produit. Il y a toute cette dimension-là, il n'y a pas que je suis venu vendre. Donc ça, cette question de... Je casse le matériel. Donc cette idée de pouvoir constituer cette base de données qui pourrait être réutilisée à des moments précis, je crois que ça peut être des éléments importants. Monsieur Love Coco, oui. C'est à vous. Tout d'abord, merci. J'ai écouté attentivement tout ce qui s'est dit aujourd'hui. J'ai vu ça, tu n'as pas posé de questions, tu étais très sérieux. Non, moi j'écoute toujours d'abord, j'écoute vraiment beaucoup. Voilà. Et du coup, merci aux intervenants aussi, parce que c'est important d'avoir des moyens de paiement, c'est important d'avoir des personnes pour développer l'entrepreneuriat, etc. Donc c'est très intéressant. Et alors ça fait 18 mois que je suis en Guadeloupe. J'ai grandi à Paris, je suis né là-bas, etc. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis que je suis très très jeune. Donc on a l'habitude, et c'est vrai qu'en arrivant en Guadeloupe, j'ai quand même pris une grande baffe dans la figure parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'en tant qu'entrepreneur, c'est incroyable de voir ça. C'est une caresse alors, c'est plutôt une caresse, c'est pas une baffe, c'est une caresse. Ah oui, non mais une belle baffe quoi, c'est totalement positif. Et du coup, j'ai commencé par Love Coco parce que je me suis rendu compte en me baladant, en allant partout sur les plages, partout, que les déchets étaient totalement inexploités. Donc, comme j'ai eu la chance de vivre en Asie, d'aller au Sri Lanka plusieurs fois, etc. Et du coup, j'avais déjà tout le process pour mettre le coco pour rendre au coco ses lettres de noblesse. Et j'ai commencé par prendre les machines, travailler dans l'eau de coco, mettre un peu d'argent de côté, à savoir que c'est une entreprise qui part de zéro. J'ai fait exprès pour vraiment donner confiance aussi aux entrepreneurs qui veulent se lancer, que tout est possible. Comme madame elle a dit ici tout à l'heure, il faut rêver grand, etc. On est totalement dans ce mindset-là. Ça nous a permis d'ouvrir déjà à Los Angeles, à Paris, au Maroc, un peu partout, parce que c'est vrai que le coco, il est apprécié partout dans le monde. Donc c'est pour ça que dès le début, on s'est appelé Love Coco Earth, comme la terre, l'amour du coco dans la terre. Voilà. Dès le début, choisi. On voulait montrer nos ambitions. Le marketing aussi. Oui. Quelles sont les gammes de produits que tu proposes? Alors, comme je vous ai dit, on est parti par la valorisation des déchets. Donc, charbon pour les grillades, charbon actif pour se détoxifier, charbon actif pour purifier l'eau. Donc, avec le coco, on peut réguler tous les éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. On a des problèmes d'eau. La solution, c'est le charbon actif. Tous les projets hydrauliques, c'est ce qu'ils utilisent. Mais beaucoup utilisent du charbon qui vient d'ailleurs, etc. Alors,
qu'on a des énormes quantités ici, c'est phénoménal. Et du coup, la fibre de coco, pour les sols, on peut augmenter minimum x3 toutes les productions de la Caraïbe. Donc, beaucoup d'agriculteurs connaissent. Malheureusement, ils prennent la fibre qui vient d'Asie et qui est stérilisée. Son système microbien a déjà disparu. Et nous avons ça, je l'ai en grande quantité. Donc, après avoir fait des tests, tout le monde se rend compte que ça fonctionne. Ça purifie les sols. On connaît les problèmes inhérents ici. Vous regardez, vous vérifiez. Le charbon actif règle ces problèmes-là. Voilà. Ça veut dire que ta matière le biochar. Ta matière première est locale. Totalement, tout de A à Z. Alors par exemple, j'ai des produits comme une chantilly de coco, on est obligé d'intégrer du karité dedans, mais ce sont mes amis en Afrique qui me l'envoient, il y a toute la traçabilité. Voilà. Donc alors j'ai vu pommade. Alors oui, il y a un peu de tout. Là, j'ai pas ramené tous mes produits, mais on a une grande gamme. On peut lister rapidement. Alors oui, là, il y a pour la fête des pères aussi, il y a les mousses à raser, il y a des shampoings solides pour hommes et pour femmes. Justement, il y a pour tout type de cheveux crépus, cheveux caucasiens. Donc là, c'est coco guimauve et il y a coco ortie aussi. Là, c'est la chantilly de coco pour mettre sur les cheveux, sur la peau avant d'aller dormir, super efficace. C'est ça qui me fait envie depuis tout à l'heure, depuis le début. Ben, tu peux sentir et regarder, en direct, tu vois. Karité, c'est ça. Karité coco ricin pour activer la pousse, donc c'est extraordinaire. Tous nos procédés ils sont naturels, tout est naturel. On n'ajoute pas de chimiques dedans pour agglomérer ou quoi que ce soit. Je confirme que c'est parfait. Oui, c'est du très très lourd. Tu as un site internet. Oui, on a un site internet, Love Coco, on est à Milénis tous les jours. Ce qui m'a plu, c'est qu'il y a une large gamme. Moi, j'ai utilisé le dentifrice, Oui. c'est ça, et la chantilly. Le dentifrice impeccable. naturel, il y a vraiment de tout. On est parti du principe où, avec le coco, on peut réguler les éléments et nous faire plaisir aussi à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est vraiment de la qualité extraordinaire. Il y a des déodorants. Le déodorant, il te dure une journée complète à partir du moment où tu l'utilises. On a de l'huile de barbe. Je porte la barbe depuis très jeune. Alors, je porte la barbe depuis très jeune et tu vois, j'ai créé mon huile de barbe. Alors, c'est incroyable. Il y a du patchouli dedans. Il y a de l'huile. Malheureusement. Ce qu'on va faire. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. On va voir avec moi ces fouteurs recevoir parce que là, je ne m'attendais pas à ça. Il y a beaucoup... je parle pas beaucoup, mais quand je parle, j'y vais. Non. Ok, il n'y a pas de problème. Je pensais que c'était un truc vite fait autour du coco. Il y a trop de choses. Ah non, on va... En Guadeloupe, il n'y a rien. Elle vient de le dire, il n'y a rien de vite fait ou de fait un petit peu au petit bonheur la chance. On aimerait. Tout est fait pour valoriser notre entrepreneuriat. Non, franchement. Moi, juste pour ceux qui ne reviennent pas la semaine prochaine, je vais juste poser une question. Où on peut trouver du coup les produits? Alors, j'ai la boutique en ligne. Vous tapez Créoline sur Internet. Créoline. Et dans le moteur de recherche, vous tapez Love Coco, vous allez nous trouver. Justement, c'est un distributeur avec qui je suis en partenariat, donc c'est beaucoup plus fonctionnel pour travailler les gros volumes. On envoie dans le monde entier. J'ai la boutique en physique pour l'instant à Milénis. On va développer une petite boutique personnelle, mais on est tous les jours à Milénis, sauf dimanche. Sauf le dimanche. Et vous pouvez me contacter aussi via les réseaux sociaux. Oui, le numéro de téléphone, c'est 06 90 92 33 31. Ok, 92 131. Jonathan. On va le faire retourner. Donc le numéro de téléphone, c'est ça? Oui. Donc c'est le 05 90 555 718. 555 718. Il y a un site internet? Oui, c'est sumupcaraïbe.fr. On peut trouver aussi le SumUp chez PC Leader, chez Europhone également, et bientôt chez I Love Mobile. Très bien. Bootsup. Boostupexperience.com pour la suite. Et puis sur les réseaux sociaux, nous suivre parce qu'il y a des choses qui arrivent très vite, je pense. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jordan, merci. 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 Je voulais passer un joyeux anniversaire à Angélique. Joyeux anniversaire. Et bonne fête des pères. Et excusez-moi, je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Rapidement. Je voudrais remercier tous les Caraïbéens, tous les Guadeloupéens pour toute cette force parce que c'est vraiment incroyable. Remercie-toi, Timal. Tu fais bien ton travail. Merci. Bon, voilà. Croire au bon, c'est bon. Croire au bon. Voilà. Voilà, c'est ça. Des fois, on est là.